Épisode numéro 105 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute en ce mercredi 6 mai 2025. Pour ceux qui nous écoutent en live sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube pour venir nous poser vos questions. Merci aussi à ceux évidemment qui nous écoutent dans un format podcast plus traditionnel. Charles-Alexis Brisebois à l'animation avec à mes côtés Sébastien Berroir. Sébastien, comment vas-tu? Ça va mieux que Framber Valdez. Ben lui, il va bien parce qu'il ne pense pas qu'il y a de problème. T'sais, heureux seront les innocents. Oui, c'est vrai que dans sa tête, il doit avoir plein de licornes et de patentes de même. Là. Tout a l'air de bien aller, sauf que dans la vraie vie, c'est une autre chose. On s'entend là-dessus. Ça a été une semaine quand même assez mouvementée dans le baseball majeur. Et Sébastien, on veut arriver à 7 heures en même temps que tout le monde pour voir le match du Canadien. Donc, je propose d'aller directement au bloc sur les Blue Jays. OK! Blue Jays! Let's play ball! Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre moi et Vladimir Guerrero Jr.? Parce qu'il y en a juste une? Il y en a juste une. OK, ben non, je la connais pas. Si, il y en a une seule et unique, je connais pas celle-là. Là. Oui, parce que tout le reste, c'est pareil, évidemment. Oui. En fait, il n'y en a pas. C'est que moi et Vladimir Guerrero Jr., depuis qu'on a quitté Toronto pour la dernière fois, on n'a pas de coup sûr de plus d'un but. Maintenant, nouvelle question. C'est quoi la différence entre moi et Kazuma Okamoto? Je ne sais pas plus, Charles. Oh, là, il y en a plusieurs, par exemple. Oui, okay. Parce que là, ce que tu viens de dire, ça ne s'applique plus, là. Non, pas exactement. Pas exactement. Parce qu'écoute, la saison de Vlad ferait vraiment jaser. Il y a encore, au moment où on se parle, une bonne moyenne. Puis, on ne peut pas dire qu'il y a de mauvaise saison, mais la puissance est vraiment disparue présentement là, pour Guerrero. Puis, ça se voyait en début de saison, on en parlait. Là, les derniers jours ont vraiment été flagrants. Oui, exact. Puis, tu t'es dit, on le voyait en début de saison. On le voyait dans les saisons passées aussi, il perdait de la puissance. C'était un frappeur qui était différent. Mais là, on est rendu à un premier frappeur d'un alignement offensif. Là. Il frappe des simples sur les buts. C'est pas tout à fait ça qu'on demande à Vladimir Guerrero puis à un joueur qui a signé un contrat de l'envergure de celui de Vlad. Pour moi, c'est pas tant inquiétant parce que, justement, sa moyenne est encore là. Donc, je pense que la puissance va arriver. On le sait que Vladimir, c'est un gros diesel. Ça prend du temps à partir. Une fois parti, souvent, il prend son air d'aller, puis la puissance vient avec. Par contre, il ne faut pas s'attendre à des 40 circuits par saison. Là. Je pense que Vladimir, c'est putain ce joueur-là. Mais s'il peut ajouter un petit peu de puissance avec les coups sûrs qu'il met sur le tableau présentement, on va revoir le Vladimir de l'an dernier. Mais c'est pas grave qu'il n'y ait plus de puissance parce que the next best thing est arrivé. Kazuma, oui. il s'est adapté. Lui, il a de la misère à plus frapper de circuit en ce moment. Le 4, entre autres, dans la série contre les Twins du Minnesota. A atteint la barre de la dizaine. Joue bien aussi défensivement au troisième but, capable de réaliser des bons jeux. Les doutes qui pouvaient exister sur ce gars-là, présentement, ils sont complètement dissipés. Là. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de creux de vague plus tard, c'est à prévoir. C'est quand même sa première saison dans le baseball majeur. Mais en ce moment, ça va bien pour Kazuma Okamoto. Ça, je te dirais que je ne l'ai pas vu venir. Pas qu'on ne savait pas que Kazuma Okamoto était un bon joueur de balle, qu'il avait une excellente base de baseball, un excellent baseball IQ, qu'il allait faire le travail. On n'était pas trop sûr, est-ce qu'il allait jouer au premier coussin parce qu'il n'allait pas faire le travail au troisième, mais là, il fait un travail exceptionnel au troisième but. Puis en plus de tout ça, on ne savait pas comment il allait s'adapter aux lanceurs du baseball majeur. Au début de l'année, c'était retrait au bâton par-dessus retrait au bâton, mais l'ajustement s'est fait rapidement parce que là, il a baissé son taux de retrait au bâton, puis ça s'est transformé en longue balle, en puissance. Donc, présentement, là, on ne peut pas en demander plus de Kazuma Okamoto. On se disait, il ne remplacera pas Bo Bichette, mais il est en train de le faire un petit peu d'une autre façon. Ce n'est pas le même genre de frappeur, mais quand même, il amène tellement du côté offensif et du côté défensif, ce que Bo Bichette ne faisait pas toujours. Mais une chance qu'on l'a présentement à Toronto parce que ce serait triste. Ben en fait, c'est pas vrai. Il remplace Vladimir Guerrero Jr. qui lui-même remplace Bo Bichette. C'est bien dit, c'est bien dit. Je n'avais pas pensé à ça, ouais. Puis Andrés Simanez le remplace à la récolte. On l'avait dit que ça allait être commun, c'est juste qu'on pensait que ça allait être plus
des Barger puis des Sanchez Oui. qui allaient les remplacer. Ben non, finalement, ils ont pris les vedettes du club ont pris ça entre leurs mains. C'est ça. Hey, écoute, en parlant de Barger, un retour qui est Ouais. imminent dans son cas. Écoute, ça s'est bien passé à Dunedin récemment. On s'attend à le voir être activé vendredi au retour du club à Toronto. Logiquement, là, c'est Davis Sanchez qui va écoper. Ben oui, ben oui. T'sais, Davis Sanchez, c'est un joueur de 4A. C'est Ouais. pour les majeurs, il lui manque trop de choses pour être un joueur régulier. Oui, il peut dépanner en provenance du banc, ça, il n'y a pas de problème, mais de là à être un joueur qui joue à tous les jours dans une équipe du baseball majeur, il n'est pas capable de le faire. Puis pour le 3A, il est un petit peu trop fort. Donc, il est un petit peu entre les deux. Il est capable de faire le travail pendant une certaine période de temps, mais ce n'est pas un joueur régulier des majeurs. Donc, d'amener un Addison Barger, s'il est à 100% en santé, c'est un upgrade. Là. On va vraiment avoir une différence par rapport à Schneider, puis c'est lui qui va écoper, bien sûr. Un que les Blue Jays ont sûrement hâte de revoir, c'est Alejandro Kirk. Écoute, Oui. là, on en parle souvent, j'en parle souvent, l'impact d'un receveur de premier plan, je ne vais pas dire un receveur de franchise, mais un receveur de premier plan, c'est vraiment important pour n'importe quel club. On le voit présentement à Toronto. Et là, il y a deux receveurs, un très, très jeune et un qui est plus en fin de carrière, qui se partagent le boulot comme ça. Et Tyler Heineman, dimanche, qui a été retiré par le gérant, qui n'a pas voulu dire pourquoi. On dit que c'est une décision du gérant. On voit que c'est difficile. Puis, tu sais, écoute, on n'a pas dit pourquoi, mais tout le monde comprend que c'est en raison de ses performances qui sont difficiles. Il fait ce qu'il peut, mais clairement, le retour du régulier va faire du bien. Là. Ça va prendre quelques semaines encore, mais son retour ne peut pas arriver trop rapidement. Ah non, on en a tellement besoin. Heineman, c'est un deuxième receveur. Si tu lui donnes trop de responsabilités, tu vas avoir le résultat qu'on connaît présentement. Il ne fait pas le travail. Il faut que tu le gardes dans son carré de sable, dans une charge de travail qui est beaucoup plus restreinte. Puis Alejandro Kirk, souvent, on va penser à son bâton très difficile à être retiré sur des prises, place la balle en jeu, mais aussi son jeu défensif qui s'est grandement amélioré. La direction des lanceurs, on a tendance à l'oublier, mais on le voit là. Les lanceurs des Jays, ça ne va pas très bien. C'est correct, mais ça ne va pas très bien. Ils n'ont pas leur receveur numéro 1, ils n'ont pas leur général derrière le marbre. Donc, c'est sûr que ça a des répercussions. Ça va faire un grand bien quand il va être de retour des deux côtés de la balle, mais il faut quand même se rendre jusqu'à son retour. Puis là, on est en train d'un petit peu pas nécessairement de sortir de la course parce qu'il est encore très, très tôt. Puis, il y a amplement de temps pour revenir, mais il ne faut pas étirer l'élastique trop loin parce que ça risque de nous revenir dans le visage. Ce ne sera pas pour tout de suite, Kirk, mais il faut trouver un moyen de se rendre jusqu'à son retour parce qu'il va y avoir d'autres retours également, puis on en a grandement besoin. Ce qui est intéressant du côté des Blue Jays, c'est qu'on le voit dans le premier mois de la saison, il y a des jeunes qui forcent la main présentement de la direction. Tu sais, un gars comme Yoendrick Pinango, on vient de le dire, c'est David Schneider qui va écoper, mais ce serait facile de dire au dernier rappelé, c'est toi qui retourne dans le 3A, personne chialerait, mais si les performances n'étaient pas au rendez-vous. Sauf qu'il performe bien, il fait sa place beaucoup plus que Schneider. La barre est basse, tu me diras, mais quand même. Et c'est la même chose pour Brendan Valenzuela. On se pose la question quand Kirk va revenir, la décision facile pour ne pas perdre trop de profondeur, pour laisser du temps de jeu aux jeunes, ce serait d'envoyer Valenzuela dans le 3A. Mais si tu veux gagner, est-ce que tu n'aimes pas mieux le garder dans le baseball majeur, quitte à le faire jouer un petit peu moins souvent? Et là, qu'est-ce que tu fais avec Heineman? Est-ce que tu le DFA? Est-ce que tu l'échanges? Donc, les jeunes sont en train de forcer la main des gars comme ça. C'est pas pour les prochains jours, parce qu'évidemment, on l'a dit, il y a une solution facile quand Barger va revenir, mais quand Nathan Lucas va être de retour, quand Leandro Kirk va être de retour, ça devrait tous les deux arriver au cours du mois de mai. Là, il y aura des décisions qui devront être prises. Il y a un vieux cliché dans le monde du sport, c'est un beau problème à avoir, dans ce sens où c'est mieux d'avoir trop d'options qu'il n'y a pas assez. Mais c'est intéressant de voir que les jeunes, justement, forcent la main de l'équipe. Certainement. C'est jamais un problème quand ça vient des jeunes. Souvent, ça va être un problème quand c'est des vétérans en fin de carrière qui performent un petit peu au-dessus de leur tête. Tu le sais que tu n'as pas trop de relève. Mais là, c'est les jeunes qui sont en train de pousser. Puis oui, tu parlais de la barre était basse dans le cas de Schneider et tout, que il faut quand même mentionner que souvent, le vétéran va avoir priorité sur les jeunes. Ouais. Mais dans les cas que tu viens de mentionner, là, les vétérans n'ont pas vraiment le gros bout du bâton. Là. Tu dois y aller avec les joueurs qui te font gagner, qui performent présentement.
Puis ici, on ne parle pas des vétérans, on parle des jeunes. Si ça veut dire une assignation dans les mineurs pour un ou l'autre ou les deux, mais ce sera ça. C'est pas une ligue de développement, puis on n'est pas en reconstruction à Toronto. On est là pour gagner. Fait que tu y vas avec les joueurs qui te font gagner. Moi, ça ne m'étonnerait pas. Dans le cas de Schneider, ça va être le 3A. Dans le cas d'Heinemann, si on a peur de le perdre, là, je ne serais pas complètement étonné qu'une espèce de présence fantôme sur la liste des blessés pour s'acheter du temps existe. Puis, tu sais, Heinemann, les performances ne sont plus nécessairement au rendez-vous, mais c'est un très bon leader dans cette équipe-là. C'est un vétéran qui est respecté et il y a clairement le respect de John Schneider. Puis, tu l'as vu, là, même quand il a été benché après, il est allé devant les caméras tout de suite après, puis il a dit regarde, je joue mal, c'est lui le gérant, c'est le meilleur gérant pour qui j'ai. Il n'y a aucune amertume, je veux dire. Il sait que ses performances ne sont pas au rendez-vous. Puis c'est le genre de gars que tu ne serais pas étonné qu'à sa retraite, il soit ajouté à l'organisation dans le coaching staff, qu'il soit en charge des receveurs ou qu'il soit un receveur dans l'enclos ou quelque chose comme ça. Donc, moi, je pense qu'on va essayer de le garder proche. Puis si on sent qu'on peut le perdre, peut-être qu'il va se passer de quoi. Encore une fois, évidemment, on met la charrue devant les bœufs parce qu'il peut se passer tellement d'affaires d'ici ce temps-là. Peut-être que Valenzuela va complètement ralentir et que la décision va s'imposer d'elle-même. Peut-être que les Jays vont se dire, de toute façon, c'est pour quelqu'un qui ne jouera pas beaucoup. Il y a tellement de trucs qui peuvent arriver, mais évidemment, c'est un dossier qui est intéressant à suivre. Chez les lanceurs maintenant, c'est pas compliqué. Tout le monde est encore blessé. Toutes les mises à jour sont encore une fois négatives. Shane Bieber est très, très, très loin d'un retour. Cody Ponce, on n'en parle même plus. Et là, Berrios qui s'approchait d'un retour, on va passer une petite imagerie parce que ça ne fonctionne pas bien. Max Scherzer qui est aussi sur la liste des blessés, son bras ne récupère pas aussi bien qu'on pensait. Fait que là, ça met de la pression encore plus sur les gars qui sont là. Eric Lauer continue de s'acheter du temps dans la rotation. Ça continue de ne pas fonctionner parce qu'on l'a complètement déréglé depuis un an en le brassant, puis en l'amenant en arbitrage, puis en faisant ci, puis en faisant ça. Patrick Corbin, ça continue de bien marcher, mais tu mets quand même beaucoup de pression sur ces gars-là parce que l'aide que tu attendais, elle n'arrive pas. Non, exactement. Puis dans le cas de Berrios, c'est un deuxième recul. Ça commence à être inquiétant dans son cas, même s'il revenait au jeu dans X nombre de temps. Dans quel état il va revenir, puis pour combien de temps? On ne peut pas vraiment compter sur José Berrios en ce moment, sur un éventuel retour à 100% avec des performances qu'il a déjà connues par le passé. Il faut comme déjà penser comme s'il n'était plus là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est quand même inquiétant, puis on n'a pas de garantie dans son cas. Fait que comme tu l'as dit, ça met encore plus de pression sur les lanceurs qui sont là. Puis ça met de la pression sur l'état-major. Il va falloir bouger à un moment ou à un autre. Ça me ramène à Lucas Giolito. On avait l'occasion d'aller lui mettre la main au collet à très faible prix. On ne l'a pas fait. Ça coûte cher par la suite parce que là, justement, les prix vont monter, ça va coûter encore plus cher, puis on va en avoir besoin d'un bras. Je ne crois pas qu'on va être capable de s'arranger avec les bras qu'on a à l'interne si on veut passer en séries éliminatoires, puis si on veut finalement remporter la série mondiale qu'on a perdue l'an dernier. Ça va prendre du renfort, mais ça va coûter beaucoup plus cher que ça aurait pu coûter si on avait bougé un petit peu plus rapidement. Jean-Michel qui nous mentionne ici que Berrios, c'est surtout sa rencontre dans le 3 avec Spencer Jones qui aurait été fatale. Les performances, ça vaut ce que ça vaut. Puis on dirait que les équipes n'en tiennent pas tant compte. Ils veulent surtout que les gars se sentent bien et qu'ils délient leurs bras. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas lancé. Donc, oui, c'est sûr que de se faire frapper, 7 points mérités à sa dernière sortie à Buffalo, c'est sûr que c'est pas idéal. On est d'accord là-dessus. Mais c'est surtout le fait que son bras ne récupère pas bien. Puis par la suite, on doit passer une imagerie à résonance magnétique, une nouvelle. Je veux dire, je vais y aller complètement du scénario catastrophe, là, mais avec tous les problèmes qu'il y a, je serais étonné d'apprendre qu'ils subissent un Tommy John. Je veux dire, on dirait qu'à ce point-ci, il n'y a rien qui me surprendrait. Puis de l'autre côté, peut-être que dans 2 semaines, il va être là, puis qu'il va lancer dans le baseball majeur, puis qu'il va donner 5 points méritants en 3 manches. On dirait que le spectre est rendu tellement large avec José Berrios. En tout cas, la seule affaire qui me surprendrait, Sébastien, c'est qu'il utilise son option de sortie à la fin de l'année. Ça me surprendrait. C'est pas parti pour ça. puis tu parlais des performances des mineurs. Carlos Rodon avec les Yankees s'est fait pelleter. Ce qui est important. Oui, exactement. Donc, ce qui est important, c'est l'état de santé de ces lanceurs-là. Ce n'est pas nécessairement les performances. Ils ne vont pas nécessairement y aller à 100%. Ils ne vont pas pousser la machine comme ils le feraient dans les majeurs.
ce qui est vraiment important de cibler, c'est comment ils réagissent après ces sorties-là. Est-ce qu'ils se sentent bien? Dans le cas de Barrios, ça ne fonctionnait pas. Donc, c'est là que ça devient de plus en plus inquiétant. Parce que oui, il pourrait revenir au jeu, mais la question, ça va être pour combien de temps? Je ne veux pas te dire que Louis Varland est le closer des Tu vas le faire pareil, hein? Non, je n'ai pas le droit de dire ça parce que c'est OK. par comité. Mais je vais te dire, par exemple, que c'est le releveur du mois. Oui. Ben, tu sais, tu pourrais ne pas... Closer, là. Non, c'est pas le closer, mais c'est peut-être le releveur numéro 1. Oui, c'est bon ça. C'est bon, hein? OK. J'aime ça. Je ne fais pas la différence, mais j'aime ça. C'est ça. Ben oui, c'est le closer. Ben oui, c'est le releveur numéro 1. Regardez. Puis on n'a pas le choix. Oui, on voudrait l'utiliser dans d'autres situations. Mais est-ce que tu vas envoyer Rogers? On l'a vu hier, même s'il connaît une bonne saison, je ne pense pas que ce soit son rôle. Rogers, en carrière, regarde ses stats en 8e manche, regarde ses stats en 9e manche. Puis, tu sais, le contrat qu'il a eu, 12 millions de dollars par année, c'est un contrat de 8e manche. C'est pur et dur. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de qualités, pas celle de closer des matchs. Voilà, exactement. Donc, on n'a pas d'option. C'est Louis Varland, le closer de l'équipe. Puis jusqu'à maintenant, ça fonctionne, jusqu'à être nommé releveur du mois. Donc, on va continuer dans cette veine-là. Puis il va falloir trouver d'autres solutions pour utiliser des releveurs dans les situations que Varland comblait quand il n'était pas closer. Mais il reste qu'il nous manque quand même un vrai bras dans cet enclos de relève-là. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a sur les Blue Jays de Toronto. Allons voir ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. La saison de Carlos Correa est terminée. Blessure à la cheville. Hey, ça, la cheville, je n'ai pas de mémoire, Sébastien. C'est-tu pour ça que les Giants puis les Mets n'avaient pas voulu lui donner un énorme contrat? Je n'ai pas de mémoire. Je sais pas, hein? Hey, on va dire que oui. Quelle bonne question. C'est pas la même cheville, ceci étant dit. Je pense de mémoire, c'est la gauche qui avait été ciblée, puis là, c'est la droite qui a été blessée. Mais tu sais, comme moi, le médicalement, quand tu as une cheville qui a mal, ben, l'autre compense. Voilà. Écoute, je pense qu'il y a des médecins en ce moment qui se disent ben, regardons ça, toi. Mais outre ça, deux effets. Un, ça règle le problème à l'avant-champ pour le reste de l'année des Astros, parce qu'il y avait 5 joueurs d'avant-champ pour 4 postes. Là, ben, en ce moment, même, il y a une autre blessure pour Jérémy Peña, avec 3 joueurs pour 4 postes. Mais éventuellement, avec son retour, ça fera 4. Mais surtout, le gros effet, c'est que ce club-là va déjà mal. Et là, tu enlèves Carlos Correa, qui n'aura pas fait les séries l'an passé à son retour, qui ne jouera plus de l'année, donc qui ne participera pas aux séries. De toute façon, les Astros ne le feront pas. Donc, ce n'est pas exactement le grand retour grandiose en ville que Jim Crane espérait. Non, du tout. Si je reviens sur ton premier effet, Ozzy Altuve va pouvoir être mauvais au deuxième coussin, comme il l'est. Ça va consolider son poste. Voilà. Puis deuxième effet, ça va avoir coûté cher, hein, Carlos Correa. Hein? C'est plus l'homme des grandes occasions comme ça l'a déjà été avec les Astros. Pour le moment, c'est un retour catastrophique à Houston. C'est une saison catastrophique à Houston. J'ai vraiment hâte de voir comment on va s'en sortir. Qu'est-ce qui va arriver de cette équipe-là? Yordan Alvarez qui a l'air un petit peu seul au monde dans cette formation-là, mais qui est souvent blessé également, donc il fait partie du problème. On n'a plus personne sur la butte ou presque. On a été là pendant longtemps. On a été très solide, très dominant chez les Astros, mais là, on commence à en payer le prix. Puis quand je dis on commence, c'est que ça risque d'être pour un certain temps. Moi, Sébastien, ce qui me fascine par rapport à ça, c'est que les Astros ont une politique interne qu'on ne donne pas de contrat de plus que 5 ans à certains gars. Et ça a fonctionné pendant un bout parce que tu as réussi à avoir un roulement, tu as réussi à gagner des séries mondiales, dont une pour de vrai. Oui. Et tu as réussi à te renouveler. Et là, Carlos Correa, lui, il voulait un plus long contrat, tu l'as laissé aller. Je regarde, il a passé 4 ans au Minnesota. Donc là, c'est comme la 5e année de s'il avait signé pour la première fois un contrat de 5 ans. Ben là, c'est la limite d'où les Astros voulaient aller. Puis tu réalises qu'il n'était pas tant dans le champ que ça parce que c'est là que les problèmes commencent vraiment à ressortir. Il a toujours été sujet aux blessures, mais c'est là que ça commence à ressortir. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont débarrassés de Correa pour ses mauvaises années, pour ses bonnes années, et ils l'ont récupéré à fort prix pour ses mauvaises.
C'est ça. On dirait que si tu fais quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Crois en ta stratégie, Ouais. en ton thinking. Là, on a fait complètement l'inverse. Puis je suis en train de me demander si c'est pas un petit peu un move de panique parce qu'à Houston, ça a été compliqué l'an dernier. Puis là, on commençait à sentir un petit peu la soupe chaude. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ramener un gros nom que tout le monde aimait, qui va nous faire vendre des chandails, mais qui ne nous donnera pas grand-chose sur le terrain. Donc, ce n'était pas la meilleure stratégie, surtout que cette stratégie-là ne s'alignait pas avec le concept que les Astros ont mis en place, qui a fonctionné. Si ton concept ne fonctionne pas, tu changes un petit peu de stratégie, c'est une chose. Là, ça a fonctionné. On a gagné des séries mondiales. Bon, une plus ou moins légale, mais ça, on va passer le sujet. Mais quand même, on a gagné, puis on se rendait en série de championnat plusieurs fois sans nécessairement passer au prochain niveau. Donc, les résultats étaient là, puis du jour au lendemain, on change de stratégie, puis comme par hasard, ça ne fonctionne pas. Voilà. Là, il y a Jean-Michel qui te remet à ta place. Là. Ah, ça se peut, oui. Sébastien dit du mal de Carlos Correa, il le voulait avec les Yankees il y a 2 ans. Ben oui, mais ça dépend du contrat. Si ça avait été un contrat à long terme, chez les Yankees, on avait besoin d'un joueur d'arrêt-court. On en a un petit peu moins besoin parce que José Caballero fait le travail, mais à ce moment-là, on en avait cruellement besoin. Si c'était pour un contrat pas trop long, il aurait fait le travail parce que dans cette période de temps-là, c'était à moins de blessures, bien sûr, ça aurait pu arriver également, là, mais tu ne peux pas t'engager trop longtemps avec ce genre de joueur-là. Et Jean-Daniel, par rapport à la situation, qui nous dit tant qu'à moi, les Astros sont devenus mauvais avec le départ de Dusty Baker. Je ne pense pas que Joe Espada est un mauvais gérant, puis il était temps que Dusty parte parce qu'il n'était plus nécessairement rendu là. Je pense qu'il a besoin d'une pause, il était plus âgé aussi. Mais ça m'inspire 2 questions. Un, par rapport aux Astros, est-ce que tu penses que Joe Espada est le prochain qui va sauter ou on réalise que la situation est tellement grosse qu'on va vouloir le garder? Et 2, en parlant de Dusty Baker, il y a des rumeurs qu'il l'envoie chez les Mets de New York pour remplacer Carlos Mendoza qui est là présentement. Donc, 1, est-ce que tu penses que les Astros vont changer de gérant? Et 2, est-ce que tu penses que c'est une question de temps avant que les Mets changent de gérant? Je ne crois pas qu'Espada est le prochain à quitter nécessairement parce que, tu sais, on fait la comparaison entre Espada et Baker. Espada n'a pas entre les mains ce que Baker avait. Là. Il fait avec ce qu'il a. C'est plus la formation d'autrefois. On est vieillissant. On a tellement de trous dans cette équipe-là. Donc, il ne peut pas faire de miracle. Donc, pour moi, je le garderais dans ses fonctions. Maintenant, est-ce que Baker va revenir et ça avec les Mets? Pour moi, quand Dusty Baker a quitté, c'était le temps. Pour moi, je ne le ramènerais pas. Mais connaissant les Mets, il n'y a rien d'impossible. Si on veut faire un gros coup, qu'on veut changer le vent de côté parce qu'il n'y a rien qui vaille là-bas, peut-être, mais je ne pense pas que ça soit la solution. Moi, tu sais quoi? Je déteste pas ça comme idée si tu le nommes par intérim jusqu'à la fin de l'année. Dans le sens où, écoute, si la rumeur est vraie et qu'on commence vraiment à penser à Dusty Baker, ça veut dire que là, on commence à envisager des solutions. L'autre, c'est une question de temps, c'est vraiment le baiser de la mort qu'il y a eu, on passe à d'autres choses. Dusty Baker, sa force, c'est de créer une ambiance familiale, de ramener les gars ensemble. Et présentement, c'est ça que les Mets ont besoin. Les Mets n'ont pas besoin d'un gars qui va leur faire gagner la Série mondiale cette année. Ils ne gagneront pas cette année la Série mondiale. Ils ont besoin que les gars apprennent, j'allais dire apprendre à s'aimer, même pas ça, qu'ils apprennent à se tolérer, qu'ils apprennent à vivre ensemble puis à former une équipe pour de vrai. Si tu peux avoir Dusty Baker comme ça et qu'à la limite, tu lui dis c'est vraiment juste pour cette année, comme ça, ce ne sera pas nécessairement trop de mandat pour toi, puis on ira chercher quelqu'un pour de vrai l'an prochain, une fois que tu auras ramené ce groupe-là ensemble, ça te permettra quand même d'avoir une dernière petite expérience de gérant si ça te tente puis si ça te manque. Moi, je ne déteste pas complètement l'idée. Puis, tu sais, quand les Astros l'ont ramené, ça a fonctionné. Tu sais, à court terme, la même chose pour Bruce Bochy au Texas. Peut-être qu'à court terme, ça peut avoir ce genre d'impact-là. Donc, je ne déteste pas l'idée. Mais écoute, s'ils ne le font pas, je ne dirais pas qu'ils sont passés à côté de quelque chose non plus. Mais dans ton scénario, s'ils ramènent les joueurs ensemble, puis tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, là, tu ne veux pas le ramener l'an prochain, justement, parce qu'il a réussi à faire quelque chose avec cette équipe-là, que là, de ramener... Rendu là, si ça fonctionne, ben, tu verras, là. Mais je veux dire, tu ne te l'obliges pas. Là. Tu fais signer vraiment un contrat juste pour finir l'année. Tu ne te l'obliges pas, mais
pour moi, c'est quand même un projet à long terme, les Mets, dans le sens que oui, on ne gagnera pas cette année. Si tu réussis à un petit peu revirer la barque un petit peu cette année, il faut que tu continues dans cette veine-là parce qu'on va recommencer à zéro. On le sait, là, les Mets, d'une année à l'autre, c'est un show. Il y a du drama à tous les ans. Si tu veux conserver un petit peu de stabilité, je pense que tu devrais y aller avec le même gérant. Je ne sais pas si Dusty Baker, pour 1 an et demi, serait vraiment l'homme de la situation. C'est un bon point. Tu amènes un point intéressant. Ceci étant dit, tu te dis, s'il réussit à faire fonctionner ça, il ne réussira pas. Il y a personne qui aussi, là, oui, il y a quelqu'un qui peut réussir ça. Pas quelqu'un qui existe, là, non. Ouais. Terry Francona, mettons, là, qui débarque chez les Mets, il se passe quoi? Ouais, peut-être. Oh, là c'est comme... ouais. C'est comme mettre du beurre de pinot sur le dos d'un chat. Il va-tu tomber sur ses pattes ou sur le beurre de pinot? Tu prends 2 certitudes, t'es mis en contradiction. Là. Ouais, non, ça, c'est quasiment un débat éthique, là. Oui. On n'est pas prêt à s'embarquer là-dedans. Hein? Non, on n'est pas équipé pour ça. Non, c'est ça. Les auditeurs méritent mieux. Oui. Mon père est d'accord avec moi. En tout cas, il aime bien l'idée de l'hostie avec les Mets. Puis il nous mentionne que c'est un peu comme l'histoire du nouveau coach avec le CF Montréal. Mais c'est vrai, ça prouve un peu ton point aussi de l'idée de la stabilité, de changer de coach aux 2 semaines. C'est pas nécessairement la meilleure des choses. Mais bref, pas de solution idéale du côté de New York. Non. Mais comme je dis, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même un changement bientôt. Mais écoute, est-ce qu'on voudra embaucher la personne à long terme ou juste quelqu'un pour mettre une espèce de pansement sur cette énorme blessure que représentent les Mets? C'est une bonne question. Puis, veux pas, là, tu vois, à l'autre bout de l'île de New York, là, j'ai pas toujours été d'accord avec cette décision-là. Mais non! Parlant de stabilité, là, Aaron Boone est là depuis quand même longtemps. Puis Brian Cashman est là depuis très, très longtemps. On aime ça avoir cette stabilité-là. Sans remporter la Série mondiale, on gagne quand même assez souvent. Là. On a des bonnes saisons à New York. Fait que je pense que la stabilité, même si ce n'est pas toujours la meilleure option, ça amène souvent plus que de changer à tous les 2 ans de gérant, directeur général. Il y a Jean-Michel qui nous mentionne ici, Carlos Beltran était le meilleur candidat, mais sa réputation est finie. Je ne suis pas d'accord avec toi à ce point-là. Je ne pense pas que sa réputation est finie. Au contraire, je pense qu'il a réussi à la laver un peu parce qu'en 2020, il était rendu vraiment pas bonne. Puis, il avait été embauché, il avait été choisi. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Je ne pense pas que Carlos Beltran voudrait se lancer dans ça aujourd'hui parce que c'est une légende, surtout chez les Mets de New York. C'est principalement là qu'il a été reconnu. Si tu veux faire une mauvaise première impression, va chez les Mets de New York présentement. Ça peut te scraper une réputation après. Un peu comme, malheureusement, prenons l'exemple avec Albert Pujols qui n'a pas voulu prendre le poste à Anaheim à cause des conditions. Finalement, on le donne à Kurt Suzuki qui est en train de se planter parce que tout le monde se serait planté là-bas. Tu ternis un peu ta réputation par la force des choses. En plus, il y a juste un contrat d'1 an. Mais je pense que ce serait la même chose pour Beltran. De dire, est-ce que je m'en vais là me planter, puis après, les équipes vont faire, ouais, il y a le scandale, puis tu t'es planté, pourquoi on t'embaucherait au-delà d'un autre? Oui, puis je suis même pas sûr que ce serait le meilleur candidat non plus. Est-ce que c'est le genre de gars qui peut rallier les troupes des Mets? Là? Oui, il peut rallier les troupes de probablement 29 équipes dans le baseball majeur, mais chez les Mets, c'est différent. Puis d'amener un gérant sans expérience, même s'il y a l'aura de Carlos Beltran, malgré le scandale, là, ça reste quand même un joueur qui a son historique. Mais je ne pense pas que c'était le meilleur candidat puis que ce serait le meilleur candidat si jamais Carlos Mendoza quittait. Là. Il y a Jean-Daniel ici qui nous mentionne les Mets, c'est peine perdue. La solution, c'est de mettre un joueur gérant jusqu'à la fin de l'année, comme dans Slapshot. Il est où Reggie Dunlop quand on en a besoin? Ben oui. Francisco Lindor pourrait faire ça. Là. Ça a l'air d'être un excellent leader. Avec Juan Soto comme assistant, là, je pense qu'on tient quelque chose. Ah, écoute, je suis d'accord. Puis, quand tu as besoin, là, je sais qu'il est pour une autre équipe, mais appelle Brandon Nimmo comme consultant, là, il va te les aligner comme il faut. Là. Parce que, lui, son départ, ça n'a pas été lié aux tensions dans le vestiaire. Aucunement. Ça doit être vrai. Oui. Pas un menteur, Brandon Nimmo. Par rapport aux Mets, c'est vrai. Oui, 100%. Oui. Moi, j'achète ça à 100%. Oui. Puis, pour ceux qui nous regardent pas, qui nous voient pas, là, vous pouvez insérer du sarcasme ici. Là. Oui. Non, ironie à fond. Là. Oui. À fond, les gars. En parlant de gros gars, Framber Valdez, là,
L'an passé, il a pris un drapeau rouge, il l'a agité, puis Oui. il avait raison. Oui, il l'a agité, puis dessus, c'était écrit gros épais. J'aime tous les Non, mais receveurs. oui, c'est ça, ça n'a aucun sens. Tu sais, le gars, il ne s'aide pas. Là. Non. L'an dernier, il lance sur son receveur parce qu'il ne s'entendait pas sur le lancer précédent, qui s'est retrouvé de l'autre côté de la clôture. Cette année, atteint Trevor Story parce qu'il est en train de perdre 10-3 puis qu'il lance des ballons de plage aux frappeurs des Red Sox. Le gars pense uniquement, essentiellement à lui. C'est de l'égoïsme. Puis dans un vestiaire, on le voit là. Les Tigers, ça va pas bien. Puis oui, il y a les blessures. Tyree Skubal est sur la liste des blessés. Mais quand tu as des joueurs comme ça qui sont au sein de ton vestiaire, c'est difficile de garder le focus puis d'aller chercher la victoire soir après soir. Là, c'est une chose de dire, écoute, je veux me faire sortir, je vais lancer sur Trevor Story. Après, de dire, non, c'est pas de ma faute. Écoute, même ton gérant a dit que c'était de ta faute. Oui, Après ça, c'est la première fois de l'année que tu lançais une rapide à 4 coutures. Ça dit ce que ça va dire. Puis, tu sais, quand tu te fais sortir par l'arbitre puis que tu chiales pas, là, c'est tu le sais que l'arbitre avait raison. Puis, ça avait été la même genre de chose de l'an passé quand il avait lancé sur son catcher. Il ne s'était pas retourné. Tu sais, si le gars fait oh mon Dieu, je m'excuse, puis que visuellement, tu le vois, c'est une chose. Tu le vois, là, lui, là, son non-verbal, il parle pas mal plus fort que ses actions. On l'a vu dans ce moment-là. Puis, ce que je reproche à ce gars-là, c'est que, tu sais, à un moment donné, de toute façon, son gérant, on s'entend, il était sur le point de le sortir. Là, à la place, tu te fais expulser. Il a reçu une suspension de 6 matchs. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne manquera pas de départ, mais son prochain départ va être repoussé de 2 matchs. Les Tigers, Sébastien, ne peuvent pas se permettre ça. Tous leurs gars sont sur la liste des blessés, puis le cas de Tariq Skubal, on y reviendra. Les gars qui sont là ne performent pas. Tu es payé 38 millions de dollars par année pour être le numéro 2 de cette rotation-là. Là, on a besoin que tu sois le numéro 1 parce que tes meilleurs lanceurs sont tout simplement blessés. Et à la première occasion, non seulement tu te plantes, mais en plus, tu vas avoir cette attitude-là. Et écoute, il enverra un texto qui dit mange de la merde à son gérant, puis ce ne serait pas plus clair que ça. Là. À son gérant, à son directeur général, à son président. Les Tigers, aux partisans, les Tigers ont misé sur lui. Ils ont mis de l'argent, puis les Tigers ne mettent pas de l'argent à qui veut bien. Là. On compte nos sous. Oui, on dépense par moment, mais ils ont misé sur lui en pensant que ça ferait du soutien pour Tyree Skubal. Tyree Skubal tombe au combat, donc on se rabat vers Framber Valdez. À la première occasion, c'est ce qu'il fait. Tu sais, dans une occasion comme ça, man up. C'est toi qui dois se lever dans ce vestiaire-là, qui dois prendre les choses en main, y aller d'excellentes performances pour au moins toffer pendant l'absence de Skubal et des autres lanceurs des Tigers également. Mais non, au contraire, moi, pas besoin de ça. Arrangez-vous, je fais à ma tête, puis tu sais, le reste de l'équipe, là, je pense qu'il s'en fout royalement. Parlant du reste de l'équipe, Tariq Skubal qui va se faire opérer au coude, une absence projetée de 2 à 3 mois. Je me demande jusqu'à quel point, en ce moment, son agent il dit c'est peut-être pour ça qu'il n'aurait pas fallu que tu ailles à la Classique mondiale, parce que ça n'a probablement pas aidé de lancer des manches aussi stressantes que ça au mois de mars. Et c'est pour ça que c'est un gros problème de la Classique mondiale. Autant c'est le fun, mais autant pour les lanceurs, c'est toujours très, très, très problématique. Il y en a beaucoup qui ont mal commencé la saison. Il y en a d'autres qui se sont blessés. On peut penser à Edwin Diaz à Los Angeles. Là, on voit Tariq Skubal qui tombe au combat. Et présentement, Scott Boras, il doit brailler dans son oreiller en se disant mon Dieu, moi, je m'alignais pour y faire signer 400 millions de dollars cet hiver. Là, le chemin est beaucoup plus compliqué. Moi, le feeling que j'ai, Sébastien, c'est que Scott Boras, c'est Scott Boras. Il va lui faire signer un court contrat cet hiver pour remonter sa valeur. Il va ajouter évidemment des sacro-saintes options de sortie. Puis dans un an, il va signer le contrat qu'il devrait avoir. Puis au final, en additionnant les deux contrats, ça va donner la même chose. Mais ça complique le chemin, là, parce que là s'il s'alignait et qu'il était encore une fois finaliste ou même qu'il regagnait le Cy Young, il aurait eu les 2 doigts dans son contrat. Là, par la force des choses, il y a des inquiétudes au niveau de la santé qui s'ajoutent, ce qu'on n'avait pas vraiment dans les dernières années parce qu'il était très, très, très dur. Oui, exact. On peut pratiquement écrire le scénario. Là. Ça va être un contrat de 3 ans avec des options de sortie à chacune de ces années-là, avec une valeur annuelle
exponentielle. Ça va être 50 millions par année. Si c'est un court contrat, ça va être 50. Voilà. Là, la question qui reste, c'est ça va être où? Est-ce que les Tigers, justement, à cause de cette petite twist-là, vont pouvoir. Moi, j'exclus pas. Non, c'est pas exclu. Par contre, il va falloir se mettre à la tâche parce qu'on le sait, il n'avait pas fait d'offre à Tarik Skubal. On le traitait un petit peu comme s'il s'en allait, ce qui est incompréhensible. Tu as le meilleur lanceur du baseball majeur, à tout de moins de la Ligue américaine, tu lui fais pas d'offre. Au moins, essaye-toi, montre ton intérêt. Ça n'a pas été le cas. Là, on a une petite porte ouverte. Il faut en profiter du côté des Tigers parce que même si on le signe pour un an, ce sera ça. Ce sera un an de plus où on peut espérer au moins. Je ne pense pas que les Tigers puissent remporter la Série mondiale à moins qu'ils fassent des acquisitions exceptionnelles, mais quand même, ça donne l'expérience à nos jeunes. Ça nous fait faire un plus long parcours éliminatoire. Tu dois profiter de cette occasion-là parce que tu sais que il y a de fortes chances qu'il va quitter. Donc, ça amène une dynamique qu'on n'avait pas vu venir. Mais au final, Tarik Skubal va toucher l'argent qu'il mérite. Oui, c'est juste qu'il va le faire avec un chemin différent. Puis peut-être qu'il va même toucher plus parce que si justement, il y a ce court. Tu sais, il ne signera pas 50 sur 10 ans. Non. Mais s'il signe 50 cette année-là, puis qu'il y a un boni, puis qu'il y a un boni s'il utilise son option de sortie, puis qu'il va chercher 55, 60, puis qu'après il signe le gros contrat pour un an de moins, ben, il y aura peut-être un 10, 15, 20 de plus qui est recherché, mais avec plus de troubles, puis avec plus d'inquiétude, puis beaucoup plus d'incertitude que s'il avait juste signé son contrat à long terme. Mais évidemment, très spéculatif, on verra peut-être aussi. Tu sais, dans les faits, ça prend juste une équipe. S'il y a une équipe qui le trosse pour aller chercher son contrat à long terme, puis qui décide de prendre cette offre-là, ça peut se faire. Tu sais, regarde le cas de Kyle Tucker. Il y a une équipe qui a offert un contrat de 10 ans et finalement, évidemment, il a choisi de ne pas le prendre. Mais s'il avait voulu sécuriser son année jusqu'à sa retraite, il aurait pu le faire parce que l'offre existait. Donc, ça ne prenait pas une guerre de surenchère puis 4-5 équipes qui offrent le gros contrat. Ça n'en prend rien qu'une. Est-ce que ce sera le cas pour Skubal? Évidemment, on verra. Ben, tu nous casses les oreilles avec une équipe, justement, depuis un bon bout, là. Bonjour. Non, mais ça pourrait être ça. Les Mets de New York. Je ne parlais pas de cette équipe-là. Non, mais il me semble que tu disais que Tarik Skubal allait se retrouver avec les Mets. Ah oui, OK. Je pensais que... Là, suis-là. Là, c'est toi qui... On ne parlait pas du même gars. OK. Parfait. Mais oui, Tarik Skubal, moi, j'en démarre pas. Si les Mets ne le signent pas ou ne vont pas le chercher d'une quelconque façon, c'est des imbéciles. Ceci étant dit... Mais c'est ça, ils pourraient lui accorder le long contrat malgré le fait qu'il est blessé. Là. Ouais, ben oui puis non, parce que David Stearns, des longs contrats pour des lanceurs, il n'aime pas ça. Je comprends, mais à un moment donné, il y a quelqu'un au-dessus de David Stearns, là, un certain Steve Cohen, là, qui, d'après moi, présentement, il ne file pas. Là. Fait qu'à un moment donné, il va se tanner, puis il va dire, mon petit David, là, tu vas faire ce que je te dis, puis ça va être ça. Oui, ça c'est très, très possible. Parce que d'après moi, David Stearns n'aurait pas accordé le contrat à Bo Bichette si ce n'était pas de Steve Cohen. Non, probablement pas, mais plus à Bo Bichette qu'à Juan Soto, parce que ça reste un contrat à court terme qui laisse de la marge. Juan Soto, ça, c'est un contrat étiqueté Steve Cohen. Là. Mais il n'y a rien qui empêche qu'il le refasse. On s'entend. Hey Sébastien, tu sais qui? Non, j'exagère, mais je vais le dire pareil. Sais-tu qui les grands gagnants de toute cette semaine-là chaotique avec les Astros qui font parler d'eux, puis Framber Valdez, puis les Mets qui vont mal, puis les Mets, je les renomme une deuxième fois parce qu'ils vont vraiment mal. Les grands gagnants de tout ça, c'est les Red Sox de Boston parce que ça ne va pas nécessairement mieux. Il y a encore la petite guerre entre les vétérans et les recrues qui durent depuis que Tristan Casas avait dit moi, je ne veux pas qu'une recrue vienne prendre ma job, comme si le gars avait 10 ans d'expérience dans le baseball majeur. Et là, tu te retrouves avec Wilson Contreras, qui vient d'arriver, puis qui dit c'est de la faute des jeunes. Et Marcelo Maillard, qui a décidé de ne pas se laisser piler sur les pieds, qui fait de quoi tu parles, c'est la faute des jeunes, comme tes nerfs. Puis là, après, les deux, ils font comme mais il n'y a pas de chicane, là. Tout va bien, là. C'est le fun de jouer à Boston. Moi, j'ai une question. Est-ce que Alex Bregman aurait dit que c'est la faute des jeunes? Ou est-ce que Alex Bregman aurait laissé quelqu'un dire que c'est la faute des jeunes? Alex Bregman, et même quand il était blessé, il faisait de l'overtime sur l'iPad, puis il ne jouait pas à Candy Crush. Là. Il montait au gars des techniques, puis des reprises vidéo, puis il les aidait constamment. Puis as-tu vu, je te dis pas que c'est juste ça, mais est-ce que Roman Anthony est aussi bon que l'an passé sans Alex Bregman? Est-ce qu'il est proche d'être aussi bon? Non. c'est deux mondes, là. Ouais. Puis, on le savait. On le savait, l'impact d'Alex Bregman l'an dernier.
on a vu ce que ça l'a fait. Les Red Sox qui sont sortis un petit peu de nulle part, qui se sont rendus en séries éliminatoires, oui, se sont fait sortir au premier tour, mais c'était de l'expérience pour ces jeunes-là. On s'en allait dans la bonne direction. On a Garrett Crochet sur la butte. On a ajouté des pièces dans cette rotation-là, mais on a perdu la pièce la plus importante, notre leader, puis on le sait qu'on a des problèmes profonds dans cette organisation-là, à commencer par l'état-major, des problèmes de leadership, puis on laisse partir j'allais dire le seul gars, probablement pas le seul gars, mais notre pièce principale pour avoir du leadership dans cette équipe-là. Ça va être long avant qu'ils se remettent de ça, les Red Sox. Puis, je te dis pas que c'est juste ça. Mais, non, mais attends, regarde ça. Alex Bregman, il n'a jamais vraiment, à part peut-être sa première année en carrière, il n'a jamais raté les séries à Houston. Il part et depuis ce temps-là, on n'a jamais refait les séries, ne s'enligne pas pour le faire cette année. Les Red Sox ne faisaient pas les séries depuis une couple d'années, arrivent là, font les séries et là, ils passent, c'est la catastrophe. Chicago était sur une pente ascendante, arrive et là, sont à un autre niveau. Là. Il n'y a pas de controverse à Chicago. Chicago est une des bonnes équipes du baseball majeur présentement. Est-ce qu'il y a une partie que c'est circonstanciel? Oui. Est-ce qu'il y a une partie de tout ça qui est relié au fait que Bregman est peut-être vraiment un bon leader puis un bon joueur? Ben oui. Ceci explique cela. Puis tu parles des Cubs. Oui, on était sur une pente ascendante, mais l'an dernier, c'était so-so. Avec un Kyle Tucker qui, lui, n'est pas un leader, puis sans rien lui enlever, ça en prend des joueurs comme ça qui performent et que ce pas nécessairement des leaders. Exact. Mais là, en amenant Alex Bregman un petit peu en remplacement de Kyle Tucker, pas à la même position, mais en termes de joueurs d'impact, ça a fait la différence. On verra pour le reste de la saison, mais on sent que les Cubs, ce n'est pas la même équipe que l'an dernier. Donc, ce n'est pas un hasard non plus. Là. Non, c'est absolument pas un hasard. Sébastien, on va aller à la période de questions. On avait un sujet qu'on s'était mis de côté et j'ai décidé de le garder pour la période de questions parce que Olivier nous a posé la question. Donc, je te le soumets. Êtes-vous inquiet de l'avenir d'Anthony Volpe chez les Yankees? Volpe, on le rappelle, quand la saison 2025 s'est terminée, on a appris qu'il ne commencerait pas 2026 à temps, qu'il raterait à peu près un mois, ce qui est arrivé. Mais on avait dit, non, Anthony Volpe, ça c'est notre joueur d'arrêt-court, on croit en lui. Et là, finalement, son séjour dans les mineurs de réhabilitation se termine et on décide de l'envoyer officiellement dans les mineurs. Donc là, il n'est plus un gars du baseball majeur avec une date limite payé comme un gars des majeurs. Non. Là, c'est un gars des mineurs qui est payé comme un gars des mineurs, qui n'a pas de date limite, qui peut rester là autant qu'il veut, qui n'obtient pas du temps de service pendant ce temps-là parce que ce n'est pas un joueur du baseball majeur qui est blessé. Et on l'envoie dans les mineurs, on l'envoie dans le 3A. On lui dit, écoute, tu vas jouer à l'arrêt-court, mais en même temps, ça se peut que tu te promènes parce que ça se peut qu'on ait besoin de toi un peu partout. Ça commence à être une méchante drop là, pour Volpe, mais c'était mérité. Oui, exact. C'était mérité. Mérité, oui, j'abonde dans ton sens. Par contre, l'an dernier, il faut le mentionner, on l'a fait jouer blessé, ce qui pour moi est une aberration. Le gars est blessé, ne performe pas, autant défensivement qu'offensivement. Il est blessé au bras. Peut-être que ça expliquait ses contre-performances. Là. Oui. Donc, oui, ses performances à lui expliquaient ça, mais sa blessure aussi. Là, revient, semble être à 100%, mais ne performe pas au point où on l'attendait. Tu as José Caballero qui fait un excellent travail à l'arrêt-court chez les Yankees. On a Ryan McMahon qui est au 3e but, qui serait l'autre possibilité pour Anthony Volpe si on voulait l'amener dans les majeurs. Il est en train de se réveiller, McMahon, un petit peu offensivement. Défensivement, c'est sa grande force, mais quand même, ce n'est pas parfait. Donc là, on pourrait voir une lueur d'espoir pour Volpe. Mais si jamais on décide de tasser McMahon du 3e but, ça va être George Lombard qui va arriver au 3e but parce que Anthony Volpe a un des pires bras du baseball majeur si on regarde les stats avancées. Si tu le places au 3e but, ça ne fonctionnera pas. Donc, tu vas avoir un joueur qui est solide défensivement. Lombard est excellent en défensive. Puis il va faire le même job que Volpe du côté offensif de la balle. Donc, c'est lui qui va prendre ce poste-là. Donc, pour répondre à la question, oui, c'est inquiétant l'avenir d'Anthony Volpe avec les Yankees. À moins d'une blessure, bien sûr, là, je ne vois pas vraiment une avenue où
Volpe va reprendre son poste. Je pense que Caballero amène quelque chose que Volpe ne peut pas amener. La vitesse sur les sentiers, son jeu défensif, puis il frappe comme Volpe le faisait. Donc, il n'y a pas vraiment une avenue où Volpe va prendre sa place à moins d'une catastrophe. Est-ce qu'un autre club du baseball majeur pourrait prendre le risque d'aller chercher Volpe? Je ne pense pas que sa valeur soit très élevée, mais peut-être qu'avec une autre formation, il pourrait prendre son envol parce que ce gars-là avait un potentiel tellement énorme qu'on a passé par-dessus des joueurs d'arrêt-court émérites dans le baseball majeur parce qu'on voulait donner la chance à Volpe. Là, il a un petit peu perdu cette occasion-là. Est-ce que tu exclus la possibilité que si Jazz Chisholm ne revient pas l'an prochain, qu'on garde Volpe dans l'organisation pour le placer au deuxième but en 2027? Bien, certainement plus au deuxième but qu'au troisième. Là. Ça, effectivement, ce serait une possibilité. Il y a plus le profil. Là. Voilà. Puis, je pense que je vais faire le parallèle avec Gleyber Torres quand il avait été déplacé de l'arrêt-court au deuxième but. Ce serait un petit peu la même chose. Je pense que Volpe serait beaucoup plus solide au deuxième but qu'il l'a été à l'arrêt-court. Est-ce qu'on va garder Anthony Volpe dans les mineurs pour toute la saison en ne sachant pas ce qui va arriver avec Jazz Chisholm? Je ne le sais pas, mais oui, ça pourrait être une possibilité. Il y a Vincent ici qui nous écoute de France, donc merci de nous écouter à cette heure si tardive. Très déçu de ne pas avoir entendu votre analyse sur la signature de Justin Turner qui a décidé de signer au Mexique. On a glissé un mot sur le fait qu'il a signé au Mexique. Moi, ce que je retiens de tout ça, puis on en avait écrit sur Passion MLB, c'est la passion de ce gars-là. Il y a la carrière pour dire je pourrais me retirer présentement, puis ça serait bien correct, mais il continue de jouer. En partant de Los Angeles, il est allé à Boston, il est allé à Toronto, il a été échangé à Seattle, il a signé à Chicago. Là, il s'en va jouer au Mexique. Il a encore le goût de jouer, il a encore le feu sacré du baseball qui brûle en lui. C'est un joueur que tout le monde aime, ou à peu près, dans le baseball majeur. Là, il n'y a pas beaucoup de détracteurs de Justin Turner. C'est quelqu'un qui veut être gérant, même plus tard un jour. Donc, bravo pour ta passion, mon chum. Oui, puis pour faire suite à ton point, cette passion-là va l'amener à être gérant. Je ne sais pas à quel moment ou avec quelle équipe, mais c'est le genre de tête de baseball, de joueur qui aime tellement ça, qui mange du baseball, qui va vouloir diriger un club à un moment ou à un autre. Je ne sais pas à quel moment. Je ne sais pas à quel moment sa carrière va se terminer, que ce soit au Mexique ou ailleurs dans le monde. Mais on va revoir le Justin Turner, la tignasse rousse dans le baseball majeur. Jean-Michel ici qui nous pose une longue question. Malgré que le nouveau coach des Orioles est incapable de gérer les égos des jeunes vedettes de cette équipe pour les mettre dans les rôles qui sont bons pour l'équipe, Gunnar Anderson, on l'a préparé pour jouer au troisième but, troisième frappeur, parce qu'il dit qu'il ne veut pas changer. Il y a Dylan Beavers aussi, on l'a préparé pour jouer au chanson, premier frappeur. Il y a beaucoup de mouvements personnels dans cette équipe-là. Moi, ce que j'ai envie de te demander, Sébastien, par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui se passe à Baltimore? Est-ce que c'est encore une fois juste une question de pitching? Parce que l'an passé, c'était flagrant. Pour moi, ça fait encore partie de la recette. Là, tu regardes le classement, c'est des équipes qui sont loin de la tête. Puis je sais que New York et Tampa Bay, ça fait partie de, c'est l'élite de la Ligue américaine depuis le début de la saison. Une Ligue américaine qui n'est pas nécessairement très, très puissante, mais quand même. Mais les Orioles sont loin de ça. Pour moi, il y a plus de questions que c'est du pitching qu'autre chose. The name of the game is pitching. Donc, oui, il y a plus que ça, mais ça part de là quand même. Puis, on n'a pas adressé cette lacune-là de très belle façon. On a mis des pansements sur cette rotation-là pour essayer de patcher les trous, mais ce n'est pas encore une rotation pour une équipe qui aspire à ce que les Orioles aspirent avec les jeunes qu'on a en place. On a ajouté des bâtons. Peux-tu croire qu'on a ajouté des bâtons dans cette équipe-là? On n'a pas une équipe à énorme budget, puis on a donné 150 à un joueur de premier but. Oui, un ours polaire. Mais il fait le travail, là. Il frappe. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas ça qu'on avait besoin. Puis c'est pas ça que ces jeunes de cette formation de Baltimore-là avaient besoin. On avait besoin de stabilité dans la rotation partante, dans l'enclos de relève. On ne l'a pas adressé, puis on en paye le prix. On le sait qu'on doit marquer des points, qu'on a une pression indue sur l'attaque. Bien, ça a des répercussions. Là. Les joueurs veulent frapper, les joueurs veulent marquer des points. Puis c'est correct, mais ça reste encore, pour la plupart des jeunes joueurs,
cette pression-là ne devrait pas nécessairement toujours reposer sur eux. Ça doit reposer sur la rotation aussi. Il y a 2 ans et que les Orioles ont été vendus. La première affaire qu'ils ont faite, je pense dans la même semaine, corrige-moi si je me trompe, ils sont allés chercher Corbin Burns. Ils ont utilisé leur banque d'espoir de jeunes frappeurs pour en donner aux Brewers de Milwaukee pour aller chercher Corbin Burns, même si c'était juste pour une saison, puis même s'il est parti après. Il t'en reste encore beaucoup d'espoir qui finissent par perdre la valeur parce que tu ne les utilises pas et tu as de la misère à faire de la place à tout le monde dans le baseball majeur. Je l'ai dit l'an passé, je le répète, pourquoi tu as laissé Crochet être échangé dans la division? Puis même si peut-être que tu te dis qu'il n'aurait pas voulu signer à Baltimore, tu l'avais quand même pour 2 ans, tu l'aurais eu encore cette année avant qu'il atteigne l'autonomie complète. Je vais te reposer une nouvelle question différente. Pourquoi Freddie Peralta est à New York? Pourquoi tu n'es pas allé le chercher? Tu avais le canal de communication qui existait déjà avec les Brewers de Milwaukee. Pourquoi tu laisses tes espoirs pourrir et perdre leur valeur dans les mineurs, alors que de toute façon, tu n'en as pas besoin parce que tu l'as dit, l'attaque n'est pas un problème et que tu ne vas pas chercher des lanceurs de premier plan comme ça qui sont disponibles et qui sont échangés. Ce pas des cas hypothétiques que je t'ai nommés. Ce sont des joueurs qui ont été échangés pour des pièces que les Orioles ont et doivent utiliser, qui laissent pourrir à la place. Ça n'a pas de sens. C'était bien parti. Là. Tu faisais ce que tu avais à faire. La reconstruction allait bien. Tu es allé chercher Corbin Burns. Tu as fait les séries cette année-là. Et depuis ce temps-là, tu te laisses mourir. Oui, puis je vais y aller dans l'hypothétique. Pourquoi Joe Ryan n'est pas chez les Orioles de Baltimore? Paye le prix, paye ce que ça coûte, on s'en fout. Tu as une banque d'espoir qui est pleine. Tu dois mettre la main sur ce genre de lanceur-là qui va être là pour plusieurs années. Serais-tu surpris, toi, si dans 2 ans, on se rend compte que les Orioles, c'est terminé, que la fenêtre est fermée, puis qu'on a échappé ces années-là? On s'en allait tellement dans la bonne direction, on a tellement mal géré, puis là, on est en train de complètement l'échapper. Oui, on a des joueurs à profusion du côté offensif, on n'a plus rien dans la rotation. Je ne sais pas c'est quoi la stratégie qui est derrière ça. Ça semblait évident pour la plupart des gens qui suivent le baseball qu'on devait mettre l'accent sur les lanceurs. Puis là, on va perdre des joueurs. Gunnar Anderson ne reviendra pas. Adley Rutschman non plus. Il va se passer quoi avec les Orioles quand ces gars-là vont partir? Puis ces gars-là s'approchent de l'autonomie. Puis, tu sais, Gunnar Anderson, c'est un client de Scott Boras. Fait que non seulement il ne signera pas une prolongation de contrat, mais il va signer pour une équipe qui a plus de moyens. Jackson Holliday, regarde tes notes. C'est qui l'agent? C'est Scott Boras aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu as des gars comme ça qui vont. Tu sais, Jackson Holliday, il est quand même à quelques années de l'autonomie, mais Anderson, ça approche dangereusement. Tu sais, tu as des cas, Adley Rutschman, ben, c'est plus le temps de faire signer une prolongation de contrat. De toute façon, tu l'as déjà remplacé. Lui, il va être parti aussi. En fait, je suis surpris qu'il ait commencé l'année à Baltimore même. Donc, non, écoute, les Orioles sont en train de l'échapper. C'est dommage. Parce que Michael Elias avait tellement bien commencé ça, mais on dirait qu'il a arrêté en plein milieu. On dirait qu'il a fait pause, mais que le reste du baseball majeur a continué de faire play. Là. Il est arrêté dans le temps. Là. On n'est plus en 2024. Là. On est rendu en 2026. Il faut que tu sois rendu 2-3 steps plus loin. Il faut que tu aies plus de lanceurs. Tu as de la difficulté à les développer. C'est correct parce que tu as tellement développé de joueurs de position, mais après ça, il n'a pas été capable de faire le switch, puis c'est en train de les tuer. C'est dommage parce que si cette reconstruction-là fonctionnait, non seulement Michael Elias, c'est le gars à titre de directeur du recrutement qui a construit les Astros, mais là, ça aurait pu être le gars qui a reconstruit les Orioles comme DG. Mon Dieu, sa place dans l'histoire aurait été assurée à ce gars-là. Oui, puis il a arrêté en plein milieu avec des propriétaires qui voulaient dépenser. Ça me dépasse. Là. C'est comme, tu as la porte ouverte, tu as feu vert pour faire ce que tu veux, puis tu arrêtes. Et tu sais, les Orioles, là, pour te dire, là, je commençais à avoir peur. En tant que fan des Yankees, là, je voyais ça venir, j'ai dit, ça ne sera pas le fun, les Orioles, dans quelques années. Peu importe ce que les Yankees vont faire, on ne sera pas capable d'accoter ça parce que cette base de jeunes-là est beaucoup trop forte. Maintenant, qui a peur des Orioles? Les Yankees viennent de leur piler d'en face en fin de semaine. Il ne se passe plus rien. C'est triste. Tu l'as dit, c'est triste parce qu'on avait tellement un beau produit en devenir. Puis moi, je me mets dans la peau des partisans des Orioles. Là. Ça ne doit pas être facile. Là, parce que là, on le voyait venir. Finalement, on sortait de ces jours qui étaient sombres. Là, on voit les jours sombres s'en venir. Là. Puis là, on le sait qu'on va en avoir encore pour plusieurs années. C'est très triste. Tout ça à cause de je ne sais pas quoi. Parce qu'on avait le chemin ouvert pour que ça aille bien, puis ça s'est refermé tellement rapidement.
Puis je trouve que ça leur a coûté cher aux partisans. Tu sais, il y en a eu des années tough, là, puis des années de 100 défaites. Puis là, tu vis tout ça. Tu vois la lumière au bout du tunnel qui a duré 3 courtes présences en série. Ils ont eu une victoire, ne serait-ce en série, je suis plus sûr, il faudrait que j'en vérifie. Puis là, après ça, ben là, on dirait qu'ils sont déjà en train de ressortir de là. C'est passé vraiment en éclair. Ces belles années-là ont été le fun, mais pas en octobre. Fait que ça a valu quoi? Tu sais, c'est une drôle de situation, c'est dommage. Là, comme tu dis, c'est plate pour les fans des Orioles. Je pense que c'est 6 matchs en éliminatoire. Là. Tu sais, ça n'a aucun sens. Non, pas avec cette équipe-là. C'est ridicule. David ici qui nous dit c'est quoi le plan à Toronto avec les Blue Jays à ce point-ci? J'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, le plan, puis on en a parlé un peu en début d'émission, mais c'est d'attendre le retour des blessés. Là, puis on ne l'utilise pas comme excuse à Toronto, mais est-ce que ça fait partie du plan? Ouais. Tu sais, mec, Barger, Kirk soit de retour. Déjà, juste ces deux retours-là, ça va être un peu comme des acquisitions, ça va faire du bien. Moi, j'ai l'impression que c'est ça pour l'instant, mais tu sais, Barger, ça s'en vient rapidement, mais il va falloir que les performances soient au rendez-vous. Oui, puis il va falloir garder l'œil ouvert. Tantôt, je parlais de Lucas Giolito. S'il y a d'autres joueurs là, qui sont disponibles, probablement dans les prochaines semaines, ça va être par voie de transaction. Là. Ouais. Mais s'il y a des équipes qui veulent vendre un petit peu plus tôt que prévu parce que justement, il y en a d'autres qui ont besoin d'ajouter des pièces, il va falloir rentrer dans le derby parce qu'on ne peut pas attendre au 31 juillet. On est déjà à 9-10 matchs de la tête de la section. Ouais. Ça pourrait être beaucoup trop tard rendu là. Il va falloir être proactif, même si on a des blessés et qui vont revenir. Il faut penser un petit peu plus loin que le moment présent. Ce qui leur achète du temps aux Blue Jays, c'est le fait que l'américaine en général est poche. Ouais. Là, à part évidemment pour les Yankees et les Rays. Une fiche de 16-21, ils sont à 9 matchs et demi de la tête, mais à 1 match et demi des séries. Voilà. on remercie la centrale au passage. Oui, c'est ça, exactement. Ben, tu regardes j'ai le classement devant moi, si on regarde la colonne des victoires, 25 victoires pour les Yankees, les meneurs de division, les Aces, félicitations aux Aces, et les Tigers, 18-18. Après ça, tu tombes wildcard, tu as les Rays à 24, puis là, tu as les Guardians à 18, les Mariners à 18. Là, tu tombes hors du portrait des séries, les Royals, les White Sox qui sont à 17. Bravo d'ailleurs aussi aux White Sox de Chicago. Murakami, en ce moment, on dirait... je veux dire, il va-tu avoir des votes pour le MVP s'il continue comme ça, assurément? À lui tout seul, quasiment, j'exagère parce qu'ils ont quand même des bons éléments. Le Montgomery, entre autres, à la recours, de qui on parle très peu, mais ils ont des bons éléments, mais il est en train de les amener à un autre niveau. Là. Les White Sox sont en série, tu peux-tu croire? C'est fou, hein? C'est fou. Ben, s'ils font les séries, c'est sûr qu'il va faire partie des discussions pour le MVP. Ouais. Là. Ouais. Mais là, on est encore loin, par contre. Là. Oui, il reste beaucoup de baseball, mais ça va se placer tranquillement. Mais il reste que, oui, la centrale est très faible, ce qui donne une chance à plusieurs formations qui connaissent un mauvais départ cette saison. Sébastien, ça fait le tour des sujets qu'on avait. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont posé des questions en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube en ce mercredi soir, exceptionnellement à 18h en raison du match du Canadien qui va commencer dans les prochaines minutes. Mais sinon, normalement, c'est à 20h les mercredis soirs que ça se passe. La semaine prochaine, ce sera à 20h, c'est confirmé parce que de toute façon, même si le Canadien se rend jusque-là, ben, le match n'aura pas lieu le mercredi, ce sera le mardi et le jeudi. Mais sinon, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, en balado sur toutes les bonnes plateformes, ben ça ne change pas grand-chose, Sébastien. Non, ça ne change pas grand-chose parce qu'on va placer l'épisode dans les prochaines minutes. Donc, vous pourrez nous retrouver sur notre site web également, passionmlb.com, avec tous nos textes qu'on publie par jour sur l'actualité de la MLB. Merci à toi d'avoir été là encore une fois cette semaine. Je vous souhaite à tout le monde une excellente semaine de baseball et nous, on se dit à la semaine prochaine.